Même si vous n'êtes pas fan de ce groupe, il est peu probable que vous n'ayez jamais entendu un seul morceau d'Imagine Dragons. Imagine Dragons, c'était le groupe le plus streamé au monde sur Spotify en 2018. Ils ont vendu plus de 70 millions d'albums dans leur carrière. Ils ont été le premier groupe de rock à avoir 4 morceaux dépassant le milliard d'écoutes sur Spotify. Bref, Imagine Dragons est un mastodonte. Et leur succès est souvent considéré comme une anomalie. Le groupe est perçu comme un des seuls survivants du rock, un genre qui pourtant ne touche plus vraiment le grand public depuis des années déjà. Et pourtant, ce groupe fait face à un problème. Ils sont profondément détestés. Par une partie du public, par les médias, par la majorité des critiques, mais aussi par d'autres artistes de l'industrie musicale. Marilyn Manson les a critiqués, le guitariste de Slayer les a qualifiés de groupe le plus merdique du monde, et Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, a été jusqu'à dire qu'ils étaient affreux et qu'ils étaient les nouveaux Nickelback. Pour rappel, Nickelback, c'est un groupe des années 2000 qui était absolument détesté et qui est devenu, malgré lui, une sorte de blague dans l'industrie musicale. Le cauchemar de tout musicien, et visiblement c'est ce qui est en train d'arriver à Imagine Dragons. Mais alors pourquoi ? Qui est derrière Imagine Dragons et d'où vient cette haine qu'ils reçoivent ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous sommes en 2008 à Provo, une ville de l'Utah, aux États-Unis. 2 étudiants, Dan Reynolds et Andrew Tolman, étudient dans la même université et à côté, ils font tous les deux de la musique. Ensemble, accompagnés de 3 autres de leurs amis, ils décident donc de former un groupe de musique, Imagine Dragons. Oui, c'est un des rares groupes qui n'a pas changé de nom entre ses tout débuts et aujourd'hui. À l'époque, ce sont des étudiants, ils sont complètement indépendants, alors ils décident de sortir des EP autoproduits dans l'espoir peut-être d'être écoutés et possiblement signés par un label. Après 1 an de travail, ils sortent donc leur tout premier projet, Speak to Me. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi on les connaît aujourd'hui. Ça ressemble à une sorte de musique de comédie musicale. Le line-up change un peu par la suite, seuls Andrew et Dan restent réellement fidèles au groupe, mais ils continuent d'embaucher de nouveaux membres et de sortir des EP. Imagine Dragons, Hell on Silence et It's Time sortent entre 2009 et 2011. Le groupe est donc très productif, et ça leur permet une chose importante, affiner leur son, se trouver musicalement. Et ils y arrivent plutôt bien puisqu'ils sont passés d'un groupe de comédie musicale à un groupe d'indie rock et ils y mettent des efforts. À cette époque, ils sont tous enfermés dans une maison à Las Vegas. On est en 2011 et le groupe se compose actuellement de Dan Reynolds au chant, de Wayne Simon à la guitare, de Ben McKee à la basse et de Daniel Plattman qui a remplacé Andrew, le batteur original et ami d'université de Dan, à la batterie. Tout ce petit groupe travaille donc ensemble et quand je vous dis qu'ils travaillent, c'est qu'ils travaillent. À coup de 12 heures par jour, le groupe donne tout pour faire toujours de la meilleure musique et pour s'améliorer en tant que groupe tout simplement. Et pour cause, ils ont de grandes ambitions. Sur un tableau blanc, dans leur maison de Vegas, ils notent leurs objectifs en tant que groupe. L'un de leurs premiers objectifs est de devenir un groupe mondial. Pour l'instant, ils ne sont encore personne, mais une rencontre va tout changer. Le groupe commence à se faire une petite réputation à Las Vegas. Ils sont notamment nommés meilleur groupe indépendant local en 2010. Ils ont fait 2 concerts particulièrement marquants devant une dizaine de milliers de personnes. Le groupe semble prendre la bonne direction pour atteindre leur objectif. Mais un homme va tout changer, un certain Alex da Kid. Alex, c'est un producteur en pleine explosion à ce moment-là. Il travaille avec Eminem, Dr. Dre, Nicki Minaj, bref, c'est un producteur qui s'installe tranquillement dans l'industrie musicale. Et Alex leur propose de travailler avec eux. En parallèle, le groupe reçoit aussi sa première proposition de signature chez Interscope. Évidemment, ils acceptent et sortent avec Interscope et Alex da Kid leur 5e EP, Continued Silence. Et sans grande surprise, avec l'appui financier du label, les contacts et l'expérience de leur nouveau producteur, le groupe
cartonne. Pour un EP, les résultats sont fous. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui les attend avec leur tout premier album, Night Vision, qu'ils vont sortir à peine 1 an après leur signature. Cet album, c'est le fameux album qui contient Radioactive ou encore Demons. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période, mais à l'époque de la sortie de ces titres, même en France où on n'est pas forcément les plus à jour sur les sorties américaines, sur les tendances américaines, ces singles étaient partout. Ça passait à la télé sur D17, ça passait des dizaines de fois par jour à la radio. Les singles d'Imagine Dragons ont envahi le monde à cette période. Le groupe vient d'atteindre l'objectif fixé, devenir un groupe mondialement connu. Et en plus de ça, ils vont perdurer dans le temps. Les prochains albums, les prochains singles vont être tout autant diffusés et visionnés. Mais plus le temps s'écoule, plus les critiques deviennent virulentes. Comme je vous l'ai dit en intro, les critiques, les médias, une partie du public et les artistes eux-mêmes critiquent énormément Imagine Dragons. Et la question, c'est pourquoi ? Et pour y répondre, je pense qu'il y a 3 stades à prendre en compte. D'abord, il y a les critiques qui portent sur la musique du groupe. Une partie du public reproche à Imagine Dragons d'être particulièrement fade musicalement. Et il est vrai que le groupe a perdu son identité propre après leur 4e EP. En signant et en travaillant avec Alex da Kid notamment, le groupe s'est tourné vers une sorte de pop un peu sensationnel, très loin de l'indie rock de leur début. Si ça a le mérite de passer très facilement en radio, on va y revenir, on peut quand même noter qu'ils ont perdu une partie de leur identité musicale. Beaucoup leur reprochent aussi de faire toujours la même chose, leurs tubes sonnent un peu tous pareils, avec une grosse batterie, beaucoup de reverb et des refrains vocalement très similaires, et d'un point de vue lyrique, ils sont considérés comme trop simples et trop répétitifs. Évidemment, ces arguments s'entendent, mais d'une part, il faut les nuancer. Ce n'est pas forcément la complexité musicale qui rend un morceau bon, mais surtout, d'autre part, cet argument pour justifier la haine ne suffit pas. On peut ne pas aimer un groupe musicalement, leur reprocher des choses plus ou moins justes pour justifier le fait de ne pas les aimer, mais il y a une différence entre ne pas aimer et détester. Et je pense que ce 2e stade ne s'explique pas par la musique d'Imagine Dragons. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que le groupe fait une musique qu'il est difficile de qualifier. C'est difficile de les faire rentrer dans une case et le groupe affirme lui-même qu'ils n'ont pas de style musical à proprement parler. Ils en sont même fiers. Sauf que l'industrie, elle n'aime pas trop les musiciens qui ne rentrent pas trop dans des cases. Alors, au vu de leur origine musicale, elle les classe dans la catégorie rock et rock alternatif. C'est pour ça, d'une part, qu'il est courant de dire que ce sont des survivants du rock, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont reçu un award pour la meilleure prestation rock en 2014, ou encore qu'ils sont classés dans les top rock ou alternative rock du Billboard. Et ça énerve un peu les fans de rock, parce qu'ils considèrent vraiment que ce n'est pas du rock. Et même si, excusez-moi, si vous en faites partie, la communauté rock est reconnue pour être assez conservatrice dans le mauvais sens du terme, on peut quand même comprendre la raison de leur énervement, puisqu'Imagine Dragons prennent potentiellement la place d'autres groupes qui rentrent beaucoup plus dans ce qu'on définit comme rock. S'ajoute à ça le fait que le groupe a eu des controverses pour une raison en particulier, la publicité. Le groupe a cédé sa musique à énormément d'entreprises pour qu'elles habillent leurs pubs et ils ont été vraiment surexposés, surtout aux États-Unis. En fait, on ne peut pas échapper à Imagine Dragons là-bas, ce n'est pas possible. Et ça pose un petit peu problème bien en dehors de la communauté rock. Une certaine lassitude s'installe chez les auditeurs parce que la musique du groupe est perçue comme générique, mais aussi ça donne l'impression à tout le monde que le groupe fait plus des produits calibrés pour la radio plutôt que de la musique. En gros, ça ressemble à un projet marketing mal déguisé. Et le marketing mal déguisé auprès du grand public, ça passe pas. Et c'est compréhensible d'une certaine manière. Mais est-ce que ça justifie de se prendre autant de haine de la part de tout le monde ? À mon sens, non. À mon sens, tout ça, leur musique, leurs paroles, leurs sons taillés pour la radio, leur mauvaise catégorisation de genre, ça s'englobe en fait dans un phénomène sans lequel il n'y aurait pas autant de haine. Et c'est exactement le même phénomène qu'avec Nickelback. À la base, Nickelback, c'était pas un groupe détesté. Ils avaient des critiques, mais pas plus que d'autres groupes.
Sauf qu'un jour, dans un talk show relativement obscur, un mec a fait une vanne. Bad music makes people violent. Like Nickelback makes me want to kill Nickelback. Et en soi, c'est rien, ça peut être marrant, c'est du second degré, et il aurait pu dire ça de n'importe quel groupe. Sauf que cet extrait va servir de publicité pour le talk show et va être diffusé longtemps, devant beaucoup de personnes, parce que c'est à la télé. Et à force de répétition, et sans même vraiment comprendre pourquoi, les gens se sont mis en tête que Nickelback, c'était inécoutable. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu la mode de détester Nickelback. La plupart des gens avaient déjà un a priori négatif sur le groupe en écoutant les quelques musiques qu'ils ont pris la peine d'écouter, ce qui a sérieusement biaisé leur écoute. Et ça, c'est pour ceux qui ont pris la peine d'écouter le groupe avant de le critiquer. À ce moment-là, ce n'était pas acceptable socialement de dire qu'on aimait Nickelback, et encore plus si on était un fan de musique ou reconnu comme tel par ses amis ou ses collègues. Un journaliste de Rolling Stone a même été censuré par sa direction parce qu'il avait écrit un article positif sur le groupe, article qui n'est donc jamais sorti parce que Rolling Stone voulait aller dans le sens de la haine envers ce groupe. Et ce, peu importe la musique qu'il sortait, elle sera toujours vivement critiquée et tournée en ridicule. Eh bien, à mon sens, c'est exactement le même phénomène qui est en train d'arriver à Imagine Dragons. C'est quelque chose qu'a souligné The Punk Rock MBA dans son analyse, et c'est un phénomène dont j'ai déjà parlé partiellement dans la vidéo sur David Guetta, mais en fait, la haine reçue par Imagine Dragons est beaucoup due au phénomène de communauté. Il y a une sorte de train de la haine qui fait que ça devient à la mode de les détester, mais surtout assez difficile d'assumer de les aimer. Tout ça s'est amplifié par un truc qui peut vous paraître anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est la culture du mème. Parce que des mèmes sur le fait qu'Imagine Dragons est un mauvais groupe, il y en a beaucoup. Tout ça, ça nous amène à une conclusion. La haine n'est pas tendue à des facteurs concrets et palpables qu'à un phénomène de communauté. Et à plus petite échelle, ça se retrouve avec plein d'autres artistes selon les communautés. Dire que t'es fan de Bring Me the Horizon quand tu fais partie d'une communauté de métalleux un peu hardcore, c'est pas forcément bien vu. C'est comme si quelque part tu remettais ta légitimité de fan en question. Tous ces facteurs s'accumulent et créent une sorte de phénomène de groupe à détester. Plein de gens vont les découvrir avec cet a priori négatif et donc les détester à leur tour. Et c'est une spirale infernale. Et forcément, ça a des conséquences sur Imagine Dragons. Le chanteur du groupe s'est exprimé sur le sujet. Il a fait un communiqué sur Instagram pour en parler. Il a indiqué que tout ça, personnellement, l'enfonçait dans la dépression qu'il avait depuis qu'il était enfant, et il s'interroge en disant « Je me demande si on se moquera de mes enfants en grandissant parce que quelqu'un pense que mon groupe n'est pas cool. » C'est certes un des risques auxquels on s'expose quand on rend sa musique publique, mais évidemment, c'est très difficile à vivre. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Et contrairement à ce que certains pensent, même les artistes de ce niveau regardent ou entendent les différentes critiques. Tous ne le prennent pas mal, mais ça touche tout le monde, parce que tous les artistes sont des humains. Et il y a une différence entre avoir beaucoup de critiques négatives et devenir littéralement une vanne et le punching ball de toute une industrie. Jusqu'ici, je vous ai partagé mon analyse, que j'ai voulu la plus objective possible, mais à partir de là, c'est mon opinion personnelle et plus vraiment une analyse. Je n'ai pas de remède contre la haine en ligne, et si j'en avais un, je serais la première à le partager. Mais malheureusement, je n'en ai pas, et je n'ai pas non plus de prédictions très positives pour le futur. Les communautés qui se retrouvent en ligne ne sont qu'un prolongement du phénomène de communauté qui a tout simplement toujours existé au sein de l'espèce humaine. Et l'influence des communautés, que vous le vouliez ou pas, il a un impact sur nous tous en tant qu'êtres humains. Pour moi, la seule manière de se sortir de ce cercle de haine qui n'est vertueux pour personne, c'est que chacun ait un peu plus de libre arbitre. Que chacun arrive à se faire sa propre opinion ou accepte de ne pas en avoir. Personnellement, j'ai pas spécialement d'avis sur la musique d'Imagine Dragons par exemple. J'aime bien Demons parce que je la trouve nostalgique, j'ai pleuré sur le clip de Birds, mais je ne peux pas vraiment émettre d'avis général sur le groupe parce que je ne les ai tout simplement pas assez écoutés. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime, c'est juste que j'ai pas d'avis. Et je trouve ça complètement ok. On sera toujours influencé par les différentes communautés, virtuelles ou non, par lesquelles on est entouré. Mais je pense qu'on gagnerait tous, et je m'inclus dedans, à se faire vraiment des avis personnels sur les choses et à pouvoir l'exprimer au sein des groupes qu'on fréquente sans s'en faire rejeter. C'est pas parce
parce qu'on n'est pas d'accord entre nous qu'on doit s'entretuer ou qu'on doit exclure quelqu'un d'une communauté. Et je vous assure qu'il y a des fans de musique qui font ça. Il y a des fans de musique qui sont hardcore et qui considèrent leur avis comme la vie suprême. Et ce sont souvent ces mêmes fans qui revendiquent ne pas aimer tel ou tel groupe ou artiste parce que eux, ce sont des vrais. Ils sont différents. Ce qui est en fait assez ironique puisqu'au final, en détestant ces groupes, ils deviennent comme tout le monde. Bref, il n'y a pas de morale à tout ça. Je suis triste pour Imagine Dragons parce que je les connais pas plus que ça, mais je pense sincèrement qu'ils le méritent pas. En tout cas, ils ont vraiment taffé de fou et en vrai, on peut être que admiratif de leur parcours et d'arriver à un si haut niveau dans l'industrie de la musique, parce que c'est vraiment difficile. En tant qu'auditeur, je vous dirais juste kiffez ce que vous kiffez, peu importe l'avis des autres, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et trouver des communautés qui vous correspondent et avec qui c'est possible de discuter même quand il y a des désaccords. Et ça d'ailleurs, je pense que ça s'applique à la musique, aux artistes et aux groupes, mais aussi à beaucoup de sujets dans la vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.